Bonjour. Alors, on va commencer ce débat, si tout le monde est là. Nous sommes à 8 mois, de l'élection présidentielle dans laquelle les médias, 7 mois maintenant, ouais, moins de 8 mois, 7 mois, dans laquelle les médias vont jouer un rôle crucial. Et depuis la dernière élection présidentielle, la confiance des Français envers les médias est en baisse, notamment à cause de la crise des gilets jaunes ou encore la crise du Covid. Les médias ont vraiment été pris pour cible. Et le reproche principal qui leur est fait, c'est qu'il manque d'indépendance. Alors, comment faire pour garantir au quotidien l'indépendance des médias? C'est l'objet du débat d'aujourd'hui. Je vais vous représenter pour les gens qui n'étaient pas encore là. J'accueille Pascal Clark. Bonjour, vous êtes journaliste et animatrice radio. Vous avez été entre autres sur les ondes de France Inter pendant 13 ans et vous avez rejoint la radio Europe 1, comme le disait Julia Cagé, pendant 1 an avant qu'elle soit rachetée par Vincent Bolloré, suite à quoi vous n'avez pas été reconduite et aujourd'hui vous travaillez pour France 5. À vos côtés, Daniel Schneiderman. Daniel Schneiderman, bonjour, vous êtes journaliste. Vous avez longtemps présenté l'émission Arrêt sur Image sur France 5 avant que ce programme ne soit supprimé. Mais juste après, vous avez fondé le site Arrêt sur Image en 2007 qui veut continuer cette critique des médias en toute indépendance. Et enfin, à vos côtés, Hervé Poirier. Hervé Poirier, bonjour. Vous avez été journaliste pendant plus de 20 ans au magazine Science et Vie avant que celui-ci ne soit racheté par le groupe Reworld Media en 2020. 1 an plus tard, vous faites partie des 9 journalistes qui estiment n'avoir plus les moyens d'assurer l'indépendance éditoriale et la qualité du magazine scientifique. Alors vous faites partie de ceux qui démissionnent et qui vont refonder un autre magazine, Epsilon, en toute indépendance. Et aujourd'hui, vous en êtes le rédacteur en chef. Alors on va tout de suite commencer par définir un petit peu ce qu'est l'indépendance des médias. Daniel Schneiderman, si on va sur le site d'Arrêt sur Image, la première chose qu'on trouve, c'est que Arrêt sur Image est le seul site français de critique des médias qui soit à la fois indépendant et fabriqué par des journalistes professionnels. Alors pour vous, qu'est-ce que c'est que l'indépendance? Est-ce que c'est d'être financé par ses abonnés? Alors, pour être le plus concret possible par rapport au sujet, par rapport à la définition de l'indépendance dans un média, je pense que le plus simple est de raconter très brièvement l'histoire d'Arrêt sur Image, de ses origines à nos jours, comme on dit. Dans l'ADN d'Arrêt sur Image, dès son début, il y a effectivement l'indépendance totale par rapport à tous les pouvoirs. Comment est créée Arrêt sur Image en 2007? Elle est créée après on a fait ça au débeauté. Télévision Patrick de Carolis de ami d'Arrêt sur Image, ami de Poste, ami de Denis Schneiderman. Bonjour. France 5. Suppression qui est apparue à de nombreuses personnes en direct comme liberticide. Et puis une salle très chic. Aussitôt après cette suppression, qui nous a vraiment pris de court dans l'équipe d'Arrêt sur Image. La salle Gaveau à Paris, où se tient l'AG de l'association Un bout du monde. Et là, à l'instant, démarre a mis en ligne une pétition de protestation contre la suppression et le débat sur comment garantir au quotidien l'indépendance des médias. Ça démarre tout juste. Il était père d'une petite fille de 11 mois qui s'appelait Lou. Vous m'entendez ou pas? Et dans les motivations de sa pétition, il y avait le fait qu'il refusait que sa fille grandisse dans un monde où elle ne serait informée que par... Et nous avons une nouvelle caméra grâce à vos dons. Voilà. On vient d'installer au début, j'ai vu 2 minutes avant l'antenne. Mais scepticisme, si avec vous voulez. Robin que je salue, ainsi que Uriel et Jessica et Olivier, les modos de la chaîne. Avec les adresses des pétitionnaires. Et pendant l'été 2007 est née l'idée que finalement, s'il y avait 180 000 personnes qui étaient prêtes à signer pour le maintien d'Arrêt sur Image, ce serait peut-être une partie d'entre eux serait peut-être prêts aussi à se préabonner à un site internet indépendant. C'était vraiment le début de la presse indépendante en ligne. C'est le moment où se crée Rue 89 et Mediapart allait se créer quelques mois plus tard. Donc tout ça était vraiment, on essuyait tous les plâtres. Et je me suis dit, après tout, voilà, pourquoi pas. Donc on a fait un appel au préabonnement. Sur cet appel au préabonnement, et sur les 180 000 signataires, 42 000 personnes
se sont préabonnés à un site qui n'existait que sur notre bonne mine, notre promesse et notre exclusion de Daniel Schneiderman qui se croit... C'est comme ça qu'on a lancé le site. Chez lui, quoi. Il parle. Par ses préabonnements. Donc, dès le début d'Arrêt sur Image... Alors, c'est pour ça, je vais raconter rapidement l'histoire d'Arrêt sur Image, en sachant bien que c'est une histoire très particulière, qui, par certains côtés, peut être transposable à d'autres... Pardon, c'est la C922. Pas la C920. Mal à être transposable. Donc, dès le début, dans l'ADN, on est financé que par nos abonnés, on n'a pas d'actionnaires, on n'a pas de pub, évidemment. Ça, pour moi, c'était absolument essentiel. Et on n'ira pas chercher aucune subvention publique d'aucune sorte, ni aucun mécénat, ni rien du tout. Donc, on a démarré comme ça et on vit toujours sur cette lancée-là, avec ce modèle-là, avec la chance d'avoir pu lancer ce modèle-là. Et si on réfléchit aujourd'hui aux raisons pour lesquelles on a bénéficié de cet élan qui était à l'époque considérable, je pense qu'il y a un tas de gens qui voulaient simplement qu'on continue à faire le travail d'éducation aux médias qu'on faisait sur France 5. Et dans les motivations, il y a aussi un tas de gens qui voulaient protester contre la suppression de l'émission par la télévision publique, qui était perçue comme liberticide. Voilà, donc on a très vite fondé une société, on l'a fondée dans l'urgence, et pour faire vite, on a trouvé que le modèle le plus simple, c'était de fonder une société à actionnaire unique, dont j'ai été l'actionnaire unique, et dont à ce jour, je suis l'actionnaire unique. Mais ça a changé. C'est quand même un actionnariat extrêmement, simple et confortable, à la fois pour l'actionnaire unique, et aussi pour les salariés. Ça a fonctionné comme ça jusqu'à cette année où vous l'avez peut-être vu dans la presse. On reviendra un petit peu plus tard sur ce changement de statut, justement. D'accord, mais je le dis quand même rapidement, sans entrer dans les détails. La société va être donc transmise le 1er octobre. Donc pour ceux qui arrivent, il y a sur scène Pascal Clark au milieu. Voilà. Daniel Schneiderman qui vient de parler, pour la chaîne que Daniel et Schneiderman le gars que je ne connais pas, je vais vous donner son nom, Hervé Poirier d'Epsilon. On m'a aidé à la quitter. Voilà. Qui était avant. Pour vous, qu'est-ce que c'est que l'indépendance des médias ? Est-ce que vous considérez que vous pouvez travailler en toute indépendance sur le service public ? Alors, moi, je suis très contente d'être avec vous parce que je ne sais absolument pas répondre à cette question-là. Voilà. Donc, j'espère qu'à l'issue de notre Herman qui a oublié de dire que Pascal Clark avait notamment démarré à moi, j'ai jamais rien créé, à part si, quand même, un site de podcast qui s'appelait Boxon, mais donc qui était aussi indépendant, sans publicité, enfin, tout ce qu'on souhaite quand on lance un nouveau média. Mais je vais faire court parce que nous n'avons jamais trouvé de modèle économique et qu'il n'y en a toujours pas. Bon. Donc, l'histoire n'est pas là. Je crois que je suis ici pour parler d'Europe 1. Après 6-7 ans passés à Europe 1 dans les années 90, c'est là d'ailleurs que j'avais rencontré Daniel Schneiderman qui m'avait, pour la petite histoire, proposé de co-présenter Arrêt sur Image. Donc on est liés quand même. Ça n'a pas duré très longtemps, mais ça a existé. C'était le début de l'émission. Après cette première période à Europe 1, j'y suis revenue à l'été 2020. Et donc, je n'étais pas à la rédaction, je dois le préciser, j'étais au programme, mais quand même, je voyais des choses. Et donc, 1 an plus tard, comme vous l'avez dit, Julia Cagé, avec tristesse, mais faut pas, j'ai quitté Europe 1. En fait, j'ai été virée, mais je pense pas que je serais restée. Il y avait une logique là-dedans. Et donc, j'ai assisté depuis l'intérieur à la montée progressive de l'influence de Vincent Bolloré, et que je vais pouvoir vous raconter, mais peut-être tout à l'heure, ce qui est juste vous dire que c'était très, très impressionnant parce que ça n'a jamais été dit. Et d'ailleurs, ça continue à ne pas être dit. C'est-à-dire que si on écoute celui qui fait mine de diriger encore cette station et qui s'appelle Arnaud Lagardère, c'est encore lui qui fait la grille, c'est encore lui qui prend les décisions. On a vu aussi que c'est allé très très vite, c'est-à-dire que malgré le fait qu'il ait fait allégeance assez rapidement, il vient d'être avalé tout cru. Donc voilà. Alors, ça s'est passé tout ça de façon très très insidieuse.
Et voilà, je fais un petit... on va raconter ça tout à l'heure. Hein, on reviendra peut-être. Un petit suspense, c'est bien, non? Voilà. Ouais, okay. Restez avec nous. Hervé Poirier, donc du coup, vous avez fondé Epsilon. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi, selon vous, Epsilon est un média indépendant et est-ce que ça fonctionne aujourd'hui? Non, je pourrais plutôt vous dire pourquoi Epsilon est dépendant. Et pourquoi on essaye de rendre les gens dépendants d'Epsilon. Fondamentalement, les journalistes sont des vendeurs de drogue, de la drogue la plus dure qui existe, plus dure que la cocaïne, que l'héroïne, et on essaye de rendre les gens dépendants par l'intérêt des histoires qu'on raconte. On est des vecteurs d'émotion. Qu'est-ce qu'il dit, lui ? Dire qu'on raconte des choses objectives et factuelles, et peut-être pas la meilleure façon de faire comprendre le métier. On raconte des émotions. Un article, il est intéressant si on est surpris, ou si ça nous fait peur, ou si ça nous émerveille. Bref, si on ressent une émotion. Notre ressort fondamental, c'est l'émotion que l'on provoque chez notre auditeur, le téléspectateur ou le lecteur. Et on peut imaginer être indépendant si on crée une dépendance de dealer aux drogués. Pourquoi est-ce que Daniel Schneiderman a réussi à partir avec des dizaines de milliers de gens qui aveuglément ont fait confiance? Parce qu'ils étaient drogués, ils avaient envie, ils avaient besoin, et Daniel Schneiderman, par la relation de confiance qu'il avait établie avec pendant ces dizaines d'années avec l'émission d'Arrêt sur Image sur France 5, avait établi cette relation de dépendance. Moi, je me souviens, j'aimais bien regarder cette émission, j'avais une relation de dépendance. Donc, c'est cette relation de dépendance qui crée les conditions de l'indépendance. Il n'y a pas d'indépendance. Pour moi, je n'imagine pas l'indépendance d'Epsilon autrement que dans la dépendance qu'elle va créer chez le lecteur. On espère, tous collectivement, je ne suis pas le rédac-chef d'ailleurs, on est 4 rédac-chefs et on n'est pas parti à 9. J'écoute à moitié, je fais des réglages pour les tweets automatiques, ça ne marche pas. On essaye tous du mieux qu'on peut d'être des dealers d'une drogue très dure, à dépendance immédiate. C'est assez étrange d'être à la hauteur de la métaphore sur la drogue. Les gens qui s'inoculent cette drogue dans le cerveau nous font. Évidemment, on essaye que cette drogue soit plutôt constructive que destructive, mais on va pas vous mentir, on veut qu'elle soit à effet immédiat de dépendance. Donc pour nous, l'indépendance, il n'y a pas d'autre indépendance dans la rentabilité. On ne pourra pas être indépendant si on n'est pas rentable, et il n'y a pas d'autre rentabilité que dans le fait que le lecteur va payer sa dose. Alors là, vous touchez du doigt une problématique, mais je vais vous donner la parole. Je suis pas sûr du tout que je dirais les choses comme vous. Hein. Et justement, je vais vous donner la parole. Voilà, allez, Schnelli. Un sujet extrêmement important, une problématique des médias dits indépendants, c'est qu'ils sont dépendants en réalité de leurs abonnés, dans votre cas, dans le cas de plusieurs médias indépendants. Et qu'est-ce qui se passe quand ils vont produire un contenu qui ne plaît pas à leurs abonnés? Du coup, est-ce qu'ils sont réellement indépendants de traiter les sujets qu'ils souhaitent traiter? C'est pas ce que vient de dire notre ami. Notre ami vient de dire que nos abonnés étaient dépendants de nous. Et là, la question, c'est est-ce que nous, on n'est pas dépendants de nos abonnés? Alors, c'est peut-être les deux, j'en sais rien. C'est peut-être. Alors, sur la dépendance des abonnés, non. Enfin, je veux dire, moi, je me considère pas comme un dealer et j'ai pas envie de les attacher avec une chaîne pour qu'ils puissent plus jamais partir. Je veux dire, ils viennent. S'ils souhaitent se désabonner, c'est très très simple. C'est le plus simple possible et on souhaite absolument pas se les accrocher. On souhaite les intéresser. On souhaite les garder. Mais pour être des abonnés d'Arrêt sur Image, ils restent des adultes dont on souhaite quand même le consentement. Alors après, juste il y a la question. Vous avez une image très mauvaise de la drogue. Moi, j'ai essayé de réhabiliter l'image de la drogue comme une drogue volontaire à grande dépendance, mais dont on peut en effet se désabonner très vite. Mais j'ai essayé de réhabiliter. Je ne savais pas que c'était un débat sur la drogue. C'est un débat sur l'indépendance. C'est pas moi qui ai posé on peut pas toujours sortir d'une. C'est quand même. D'une addiction aussi facilement. En revanche, je voudrais prononcer un mot avec lequel je suis tout à fait d'accord, c'est confiance. Et une des clés, si vous voulez, je pense, de la relation d'un média avec son public, c'est effectivement que ce média est perçu comme, alors d'accord, peut-être perfectible, parfois peut-être énervant, parfois peut-être exaspérant, mais de confiance. C'est-à-dire, je peux, moi, public de ce média, je peux faire confiance à la bonne foi de ce média. Et cette confiance, comment elle s'illustre? Elle s'illustre par le fait que quand le média fait une connerie, il ne la
planque pas sous le tapis et effectivement, dès le numéro suivant, dès que c'est possible, il reconnaît qu'il a fait une connerie, il essaye d'analyser la connerie, il essaye de comprendre, de faire un peu le test. Je viens de comprendre, ça met du temps à monter. Pour essayer de ne pas la refaire la fois suivante. L'analogie avec la drogue, de la dépendance et de l'indépendance. Il y a quelque chose qui est extrêmement important dans Arrêt sur image, c'est ces forums par lesquels les abonnés peuvent réagir immédiatement à un article, signaler une erreur, signaler un désaccord, exprimer une colère, n'importe quoi. Alors, sur la question de Salomé Saké, est-ce qu'on est dépendant de nos abonnés? C'est une vraie question. C'est une vraie question. Et pour ceux qui viennent d'arriver, je précise en fait, on est au milieu de l'AG de l'association Un bout du monde qui se propose de prendre part au capital des plus grands titres dont les capitaux seraient ouverts afin de garantir l'indépendance des journaux, et ça a démarré avec Le Monde, d'où le nom de l'association Un bout du monde. Et donc là, c'est leur AG annuel, et c'est le débat qui a démarré il y a 10 minutes. Absolument pas. Non, justement, évidemment que les abonnés peuvent avoir un socle commun parfois d'idées ou d'affection envers un parti politique, par exemple. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous allez critiquer avec autant de facilité un parti politique, un média, une idée à laquelle vous savez que vos abonnés sont sensibles? Comment le sais-tu? Excellent. Ah bah oui. Excellent. Je veux dire que à la fois dans les forums et sur les réseaux sociaux, dès qu'on écorne l'icône Mélenchon d'une manière ou d'une autre, on se récolte des. Alors au début, ça prenait beaucoup la forme de chantage au désabonnement. Ah, qu'est-ce que je suis déçu, moi qui me suis abonné parce que je pensais que, etc. Je me désabonne. Et très vite, ce qui s'est passé et qui a été très intéressant, c'est que s'est établi une sorte d'équilibre, c'est-à-dire dès que a commencé à se pointer dans les forums le bout du nez d'un chantage au désabonnement, d'autres abonnés ont commencé à dire non mais attention, on ne s'est pas abonné pour qu'ils fassent le média que on a envie, nous militants, qu'ils fassent. On s'est abonné pour qu'ils fassent librement et de manière indépendante le média qu'ils ont envie de faire. Alors voilà, donc une sorte d'équilibre s'est établi comme ça. Alors maintenant, oui, il y a peut-être des désabonnements, j'en sais rien. Je ne dirais pas que c'est pas quelque chose qu'on n'a jamais dans un coin de la tête quand on écrit. C'est-à-dire que quand on produit une critique, par exemple, pour rester sur cet exemple, mais il y en aurait plein d'autres, quand on produit une critique sur une prestation télévisée de Mélenchon, ou sur un aspect du programme de la France Insoumise, ou sur n'importe quoi, on sait que on va se récolter. On sait que ça. Est-ce que ça se traduit dans les chiffres? Est-ce que vous voyez des pertes d'abonnés? Très peu. Ça râle beaucoup, mais de fait, ça se désabonne peu. Et juste avant, vous évoquiez la question de la confiance, qui est évidemment cruciale. Les chiffres du dernier baromètre sur la confiance des Français dans les médias de cette année sont éloquents. L'indépendance perçue des journalistes s'améliore, mais elle reste vraiment très critique. Pour 63% des Français, les journalistes ne résisteraient pas aux pressions politiques, et pour 59% des Français, ce qui est vraiment considérable, les journalistes ne résistent pas aux pressions de l'argent. Pascal Clark, selon vous, comment est-ce qu'on peut rétablir cette confiance, notamment dans les médias plus traditionnels? Est-ce qu'il est important de communiquer sur le fait que les journalistes, oui, sont indépendants? Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous faites? On a vu que sur justement la question d'Europe 1, vous vous êtes exprimé à ce sujet en expliquant qu'il y avait des pressions. Vous avez critiqué ouvertement Vincent Bolloré. Donc on attend beaucoup de Pascal Clark. Petit pion, je ne possède pas de médias, je n'ai pas créé de médias, donc j'essaie d'agir à ma mesure. Critiquer Bolloré, moi, ça me paraît la moindre des choses. En tout cas, c'était un moment où il y avait un péril à exprimer, et ce qui m'a le plus sidéré à l'époque, c'est l'absence de réaction, mais on y reviendra peut-être. Je veux bien que vous y reveniez. Cassons le suspense, tout le monde. Non, mais c'est vrai, on peut rentrer dans le vif du sujet. Donc, comment toute cette histoire s'est déroulée, comment on a su qu'il y avait vraiment péril. Ça a commencé par la nomination, vous l'avez peut-être suivi, d'un chef du service politique qui s'appelle Louis de Raguenel, et qui venait directement de Valeurs Actuelles. Donc c'était déjà quand même un signal assez grossier. Ce qui a été assez remarquable à cette occasion, je vais enlever mon masque, pardon. Ce qui a été assez remarquable, c'est qu'il y a eu une réaction forte au sein de la rédaction d'Europe 1. La rédaction d'Europe 1 n'avait pas du tout cette culture, ni de grève, ni de réaction.
C'est une radio Europe 1 qui a toujours été à droite, ce qui est non, pas en 68. On a le droit d'être à droite, après tout. Non, pas en 68. Mais en tout cas, c'est pas un crime, on a le droit. Mais là, évidemment, on franchissait un cap, et puis surtout, personne ne comprenait pourquoi ce jeune homme, il n'est pas si vieux, avait été nommé. D'une part parce que il venait de Valeurs Actuelles, et d'autre part parce qu'il n'avait aucune, mais vraiment aucune connaissance de la radio. Or, diriger un service politique, c'est quand même intervenir fréquemment à l'antenne, c'est de manière très très simple être capable de monter ce qu'on appelle monter un son sur ordinateur. Vous voyez, il ne possédait aucune connaissance de la radio. Donc c'est là-dessus d'ailleurs que la rédaction s'est appuyée pour tenter d'exprimer son mécontentement, et il y a eu un simili et accord finalement, après d'âpres tractations, la direction a concédé qu'il ne serait pas chef de service politique, mais chef adjoint. Ce qui changeait considérablement la donne, vous l'admettrez. Et donc voilà, toujours est-il que c'était le premier signal. Il y avait bien déjà Sonia Mabrouk à l'antenne, mais après tout, bon, pourquoi pas. Et puis après est arrivé ce qui est arrivé, c'est-à-dire que d'un seul coup, il y a eu... mais tout ça s'est passé au niveau des gros actionnaires, des gros financiers qui ont décidé. C'est pour ça que est-ce qu'on aurait pu faire autrement que de se rebeller? Il y a quand même eu, comme vous le savez, je ne sais plus combien de jours de grève à Europe 1, ce qui était historique. Ça n'a pas suffi. On avait le précédent de iTélé, où la quasi-intégralité de la rédaction... Pascal Praud, Audrey Pulvar et Laurence Ferrari, mis à part, se sont rebellés et finalement ont été virés. Donc c'est là où je suis assez désemparée, c'est-à-dire que l'histoire se rejouerait la même. Je ne vois pas ce qui aurait pu être fait pour éviter ça. Donc il n'y avait aucune façon, me semble-t-il, d'éviter la mainmise de Vincent Bolloré, notamment sur Europe 1, et le fait, je ne sais pas si vous écoutez, mais de faire effectivement... l'appendice radiophonique de CNews. CNews, on en pense qu'on en veut. Mais bon, c'est pas une chaîne d'info, c'est une chaîne d'opinion, et l'opinion est entre droite et extrême droite. Donc, bon, c'est vrai qu'à 7 mois de la présidentielle, c'est pas du tout innocent. Rien, me semble-t-il, ou alors dites-moi le contraire, n'aurait pu être fait pour éviter ça. Et Hervé Poirier, justement, pour vous, c'est fondamental, cette indépendance. Vous en faites un des mots d'ordre de votre nouveau média, à tel point que vous... Je remercierai jamais assez Pascal Clark. Il y a 15 ans de ça, elle m'avait donné la chance de faire des portraits en direct dans son émission du matin sur France Inter. Où je cartonnais les gens. C'est comme toutes les chartes, c'est assez... Et elle était extraordinaire Mais entre les lignes... préserver la liberté, quoi. Je pense quelque chose qu'on a, nous, très moderne, et c'est la fierté journalistique. C'est-à-dire qu'on est fier, en fait, de ce que c'est que le journalisme. Ça a été une des raisons du départ de Science et Vie, c'était une perte de l'indépendance éditoriale sur le site. Ça a été la raison pour laquelle moi j'ai décidé de quitter cette vénérable institution sans avoir l'idée d'en fonder une autre à l'époque. Mais en fait, toute la rédaction d'Epsilon est très fière d'elle. C'est vrai qu'on est très prétentieux. Il faut être très prétentieux pour être journaliste, pour penser que ces petites pensées, ces petits écrits puissent intéresser des centaines, des milliers ou des dizaines de milliers de personnes. C'est très, très prétentieux. Et on est prétentieux et on est fier. On est fier, en fait, des méthodes qu'on a, les méthodes des journalistes. On pense qu'il faut que ça s'accompagne de transparence pour montrer comment on travaille et pourquoi est-ce qu'un travail journalistique, c'est pas un travail, c'est un travail spécifique. Donc on est assez, on pense qu'il y a une réhabilitation de cette figure ONI qui a réussi la performance d'être un métier encore plus haï en France que les avocats. Ils étaient 3e il y a je pense au début des années 2000, ils sont passés le 2e métier le plus haï de France, assez loin derrière les politiques, mais on aurait pu croire qu'ils allaient les rejoindre. Moi, je suis convaincu à la grande réhabilitation du journalisme après une période d'information gratuite depuis le début des années 2000. Et l'indépendance en fanfare. Je suis convaincu que cette figure va être réhabilitée et surtout si elle prouve la puissance, la confiance et l'intérêt de ces pratiques, qui est la seule à même de donner aux citoyens les moyens de se faire sa propre opinion. Donc on prend très garde à Epsilon de n'avoir aucune opinion. On prend très garde à donner juste au lecteur le moyen de se forger
Molsfock, pour être tout à fait exact, on travaille beaucoup sur l'émotion. La presse à mauvaise presse depuis toujours. Surtout pour on regarde au 19e siècle, c'est déjà le cas en fait. Qui vont à l'encontre de ce que. Là, je suis un peu surpris par ce que dit ce monsieur, parce qu'en fait, ça fait pas depuis 20 ans que la presse à mauvaise presse, c'est depuis toujours. Et on essaye on a travaillé ce journal dans le cadre d'une fierté journalistique avec l'optimisme un peu béat, mais bon, on a reçu un soutien de beaucoup de journalistes en France sur cette foi dans la réhabilitation de ce métier. Et on a l'impression qu'il y a une aspiration assez profonde de peut-être pas encore bien. J'ai pas lu de mouvement d'opinion, j'ai pas lu d'article de fond là-dessus. C'est une conviction personnelle peut-être totalement illusoire de cette aspiration profonde à réhabiliter ce métier. Tout le monde veut lire des choses. Trump a fait un bien fou pour le journalisme. Les fake news ont fait un bien fou pour le journalisme parce que tout le monde, depuis les années 50-60, on sait qu'il y a de la malbouffe et que ce qu'on met dans notre ventre peut faire des petits placements de produits pour voir avec la nouvelle caméra. Personne n'ignore qu'il y a de la malinformation et ce qu'on fait rentrer dans notre cerveau peut affecter notre équilibre mental. Donc hygiène est aujourd'hui très consciente, je pense, dans toute la société française. Et je suis peut-être un stupide optimiste. Ah oui, je vous trouve très optimiste. Il n'empêche que la confiance des Français envers les médias est vraiment en baisse encore aujourd'hui. Pascal Clark, vous souhaitiez réagir à ces propos ? Vous avez dit en hausse tout à l'heure. Légère hausse, vous avez dit très légère hausse, pardon, par rapport à l'année précédente, parce qu'il y avait eu la pandémie, donc ça a été vraiment... Je crois à cette profonde réhabilitation. Je comprends le procès de naïveté qui est une des pires insultes qu'on puisse faire à un journaliste. Non, mais Pascal Clark, vous souhaitiez réagir à ces propos ? Oui, je trouve ça au minimum optimiste. Là, on est dans une crise majeure. À la base de cette défiance, il y a un manque de croyance. C'est-à-dire que c'est quand même un problème majeur que les journalistes ne soient plus crus. Quand on n'est pas cru, je ne vois pas ce qui pourrait fonder votre optimisme. Alors évidemment, j'imagine que dans cette salle, il y a des gens quand même très, très informés maintenant, pour s'informer, c'est une démarche. Enfin, faut vraiment aller chercher par soi-même, etc. Mais effectivement, le paradoxe de l'époque. Non, c'est pas vrai. Les gens ne sont pas informés, ne font pas l'effort d'aller s'informer. Donc, ils prennent des choses qui passent, ils s'informent beaucoup. Je pense qu'il y a une majorité de gens qui s'informent sur Facebook, par exemple. C'est ça la réalité. Nous sommes probablement des gens informés, mais c'est pas le cas de ce pays. Et là, on baigne. Je sais pas si vous vous rendez compte, on baigne dans l'univers des fake news. C'est-à-dire que vous voyez bien tous ces services de fast-checking, de vrai ou fake, etc., qui se multiplient. Bon, c'est évidemment une bonne chose, mais ça prouve aussi l'étendue des dégâts. Et vous regardez à l'occasion de la pandémie, vous ne pouvez pas faire croire à quelqu'un qui ne croit pas. Non, il vous croira pas de toute façon, malgré tout ce qu'on peut démontrer, etc., essayer de prendre les faits. Donc, je pense que le mal est très profond, au contraire. La question, c'est vraiment, est-ce qu'on peut regagner justement cette confiance ? Daniel Schneiderman, vous souhaitiez réagir ? Oui, parce que bon, jusqu'à maintenant, dans toute cette première partie du débat, on a été beaucoup dans le témoignage. Je pense que moi, j'ai envie de commencer à répondre à la question que tu posais, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et oui. Je veux bien. Il faut monter un peu le niveau, là. C'est compliqué. C'est très, très compliqué. Merci, Daniel. Il y a déjà des choses qui existent sur le papier. Sur le papier, il y a dans un certain nombre de médias traditionnels, y compris dans ce qu'on appelle les médias mainstream, ceux qui appartiennent aux 9 milliardaires bien connus, il y a un certain nombre de chartes de déontologie, de comités de déontologie, de comités de vigilance, etc. Il y en a chez Bolloré. il y a un comité, je ne sais plus comment il s'appelle, il y a un comité déontologique chez Bolloré. C'est assez drôle parce qu'à Arrêt pas extrêmement sollicité non plus. À Arrêt sur Image, on a essayé d'enquêter sur ce comité de déontologie, si tu veux, et rien que pour avoir les noms des membres, voilà. Je crois que ça nous avait pris un mois. Mais ils n'ont pas dit transparence, ils ont dit déontologie. Hein. Oui, c'est vrai. Bon, de fait, c'est souvent une farce. Et en tout cas, chez Bolloré, c'est une farce. Après, il y a d'autres choses. Je crois qu'il ne faut pas perdre de vue, par exemple, le travail qui est fait par ce groupe d'activistes qui s'appelle Sleeping Giants et qui, inlassablement, sur les réseaux sociaux, vont prévenir les annonceurs que
Leur pub se trouve, par exemple, au début ou à la fin de l'émission de Zemmour sur CNews, et qui demande aux annonceurs si vous avez vraiment envie que votre pub reste sur... il y a eu des résultats concrets. Il y a eu des résultats concrets. Il y a des annonceurs, beaucoup, même la majorité des annonceurs, se sont retirés de l'émission de Zemmour de CNews, qui n'a été maintenue par Bolloré que par un choix rédactionnel, parce qu'il voulait vraiment maintenir Zemmour tant que ça a été possible de maintenir Zemmour. Mais je veux dire, ça n'aurait pas été Zemmour et ça n'aurait pas été Bolloré, l'émission était supprimée puisque elle n'était plus rentable. Bon, donc il y a des petites manières de faire. Il y a les sociétés de rédacteurs à l'intérieur des médias. Ça ne suffit pas toujours. Ça suffit même rarement, voilà. Mais ça existe. Ça existe. Donc on en est là. Non, mais on en est là à constater que ça existe. Non. Et vous, Daniel Schneiderman, vous avez fait le choix de créer un média indépendant, de oui. ne plus un peu comme ici. ce modèle traditionnel du journalisme, justement pour garantir votre indépendance. Non, mais j'allais y venir. Non, mais là, je ne veux pas déflorer ma chute, mais ma chute, c'était il faut faire des médias indépendants. Mais je termine juste sur les raisons pour lesquelles, je vais le dire de manière très provocatrice. Pour la partie du public qui n'y croit plus, pour la partie du public qui pense que la vérité est sur Facebook et la vérité n'est pas dans les check news et dans les médias traditionnels, pour cette partie du public-là, qui est encore, je pense, au doigt mouillé, minoritaire, mais très importante, pour cette partie du public-là, les médias mainstream sont insauvables. C'est fini. C'est fini. Ils ne regagneront pas. Absolument. Et c'est une discussion qu'on avait eue avec Julia Cagé quand elle est venue. Julia Cagé, c'est la responsable de l'association dont nous suivons là maintenant l'Assemblée Générale à Paris. Et où j'avais compris que la tentative consistait à effectivement essayer d'influer de l'intérieur sur le contenu de ces médias en faisant en sorte que les lecteurs, les citoyens puissent y prendre une participation. Intuitivement, je lui avais dit, j'y crois pas. C'est très bien. Enfin, je veux dire, on ne peut pas ne pas soutenir une initiative comme celle-là. Et je t'avais dit, Julia, si tu veux venir en parler à Arrêt sur Image, on te fait toute la pub possible pour soutenir l'initiative, mais fondamentalement, j'y crois pas. Parce que à partir du moment où il y a marqué Xavier Niel, où il y a marqué Arnaud, où il y a marqué Bolloré, où il y a marqué Drahi, pour toute une partie du public, c'est foutu d'avance, quelle que soit la qualité des enquêtes, quelle que soit la qualité professionnelle des journalistes, quelle que soit l'indépendance d'un certain nombre de papiers, etc. C'est foutu d'avance. Bon, alors de ce que je comprends, l'association pour laquelle vous tenez ici, l'Assemblée Générale, a un peu recentré ses ambitions et il s'agirait plutôt, de ce que j'ai compris, d'aider par tous les moyens possibles à l'émergence de nouveaux médias, de médias indépendants, par des moyens juridiques, financiers, etc. Je ne sais pas ce que vos moyens vous permettront de faire, mais c'est plutôt ça la nouvelle ambition. Et là, pour le coup, je pense que c'est ça la carte qu'il faut jouer. La carte qu'il faut jouer pour essayer de reconquérir la partie de l'opinion qui ne croit plus les journalistes des médias traditionnels, c'est l'émergence de médias indépendants. Et donc payants. Évidemment payant. Oui, évidemment payant. Mais est-ce que les gens ont de l'argent à mettre? Évidemment payant, Pascal. Voilà, oui. Non, mais je suis d'accord avec ça. Je ne conteste pas. Je ne conteste pas. Je dis que c'est compliqué. 4 € par mois. Non, d'accord, mais c'est compliqué pour les gens. Tu payes combien un café? C'est compliqué pour les gens de payer pour l'information. C'est tout. Il y a des gens qui ne peuvent pas payer pour l'information. C'est eux dont on parle. C'est eux dont on parle. Mais bien sûr. Absolument pas. Non, il ne faut pas faire de démagogie. C'est pas de la démagogie, c'est un constat. Alors, Arrêt sur Image, c'est 4 € par mois. C'est de mémoire, je crois, 45 € par an. Il y a un tarif, je suis en train de faire ma pub, là, excusez-moi, mais je veux dire, c'est le débat qui est comme ça. Il y a un tarif étudiant précaire chômeur à 20 € par an, et il y a des abonnements gratuits sur demande pour les vraiment fauchés qui ne peuvent pas payer. Bon, et avec ça, on fait vivre un site de 10 personnes depuis 14 ans. Oui, donc c'est jouable. Si on veut être bien informé, pardon, on ne peut pas se contenter d'Arrêt sur Image, on est d'accord. Donc, consacré à l'information, les gens ne l'ont pas forcément, je suis désolée de le dire. Et même si je sais que la vraie
indépendance, pour le coup, passe par ça, par des médias, des nouveaux médias créés. C'est quoi les alternatives? Mais moi, j'en cherche. Alors, si je peux me permettre, c'est la pub. Très bien. Alors, il n'y a pas forcément la pub. On peut se faire financer par ses abonnés. Nous, c'est ce qu'on essaie de faire à Blast. C'est le pari qu'on fait. Je ne dis pas qu'on va le gagner, mais on essaie de justement, pour surpasser cette question-là, de ne pas donner l'information à tout le monde. On essaie de donner l'information à tout le monde et de compter sur la volonté des gens de nous financer pour qu'on existe. Donc, par des dons plutôt que par l'abonnement. Et des abonnements au sens où finalement ils s'abonnent, ils ont quelques privilèges, mais l'information reste accessible à tous. Alors après, on est né en février, donc je ne sais pas si ça va tenir sur la longueur. En tout cas, cette question, elle est réelle. Il y a aussi celle de la classe sociale. Les gens qui vont s'abonner à des médias indépendants, est-ce que c'est pas vraiment une partie privilégiée de la société, ne serait-ce sans parler du capital économique, mais par le capital culturel? Comment est-ce qu'on fait pour reconquérir l'information l'information, c'est quelque chose qui coûte de l'argent. Payer des journalistes, ça coûte de l'argent. Faire des enquêtes longues, comme il faut les faire si on veut qu'elles soient efficaces, ça coûte de l'argent. Tout le monde est d'accord. Et donc, il faut que les... Non, tout le monde n'est pas d'accord parce que je pense qu'il n'est pas mauvais que les gens qui consomment de l'information sachent que cette information coûte de l'argent et donc, oui, payent. Voilà. Sachant que paye le tarif le plus modique possible, avec des exonérations, avec de la gratuité, tout ce que tu veux, mais paye comme ça a toujours été le cas, sachant que c'est quoi les alternatives? C'est la pub. OK, on va dépendre de la pub, donc le clic, la course au clic, etc. La redevance. C'est les médias publics. Bah oui, médias publics. D'accord. Très contesté en ce moment, il faut bien le dire. Donc, le CSA, avec derrière le cache-sexe du CSA, le gouvernement qui arrive toujours à faire passer ses nominations au sommet des médias publics. Donc, c'est pas non plus topissime au niveau de l'indépendance. C'est les capitalistes. Alors, les capitalistes, oui. Alors, on pourrait ouvrir le débat. Est-ce qu'il faut refuser les capitalistes? Est-ce qu'un média de milliardaires est forcément un média qui va faire l'information des milliardaires? Alors, je connais la position de Julia Cagé, c'est qu'il y en a des bons, il y en a des mauvais, il faut tous, et il y en a des meilleurs que d'autres, et il y en a des plus mauvais que d'autres, c'est-à-dire Bolloré, c'est pire que Niel. Ok, Bolloré, c'est pire que Niel. La personne Bolloré, c'est l'horreur absolue, et c'est évidemment pire que Xavier Niel, qui est quelqu'un qui a une intelligence, moi je suis tout à fait d'accord, c'est-à-dire que moins possible sur l'information. L'aide à la presse est une bonne idée au départ, est une bonne idée juste Bolloré, pour sauvegarder la pluralité. Bolloré, on vient de découvrir qu'il avait une entreprise au minimum d'influence, si ce n'est politique. Donc voilà, c'est clairement... Ces gens-là ne devraient pas, de par leur intelligence financière, recevoir d'aide à la presse. Il n'y a pas de problème. Daniel Schneiderman, on a bien compris votre position. Pour vous, l'indépendance, elle passera par des médias indépendants payants sur abonnement. Hervé Poirier, vous, comment vous concevez cette indépendance? Est-ce que vous pensez qu'on peut faire le pari de changer les choses de l'intérieur dans des médias traditionnels? Ou est-ce qu'on peut continuer aussi à être financé par des milliardaires? Ou est-ce que pour vous, le futur de l'indépendance des médias se trouve dans ces médias indépendants? J'aurais peur déjà, en répondant à votre question, de sortir complètement de mon champ de compétences. Votre question sans doute me dépasse largement. Ce dont j'ai la conviction, c'est que si en faisant un média, on n'est pas pétrifié par le manque d'intérêt que ce qu'on dit pourrait susciter chez le lecteur, le téléspectateur ou l'auditeur, si ce n'est pas le seul dard qui nous pousse chaque matin à trouver la meilleure façon, le meilleur fait, la meilleure histoire, vraie, évidemment, l'histoire la plus émouvante, et si on n'est pas obnubilé par l'exigence absolue de capter l'attention, eh bien, je pense que ce média-là, qui n'est pas obnubilé par ça, est mort. Donc, je me méfie du mécénat parce qu'il n'a pas l'exigence d'être intéressant. Si l'argent ne vient pas de l'intérêt de la lecture du consommateur, lecteur, téléspectateur, auditeur, si c'est pas ça la seule chose qui te pousse à faire un article, à faire une émission, eh ben, je pense que c'est très délétère. Le modèle, moi j'aime bien le modèle Netflix qui dit si on va faire des choses qui n'intéressent personne, on n'aura aucun avenir. J'aime bien Netflix qui, au bout d'une semaine où t'as pas allumé Netflix, qui dit oh là là, vous n'avez pas regardé Netflix depuis une semaine, vous allez vous désabonner. C'est très facile de se désabonner à Netflix parce qu'ils disent si on n'est pas intéressant, on est mort. Et j'aime bien ce modèle où plus on est intéressant, plus on a de moyens, plus on est moyen, plus on a d'intéressant, ce cercle vertueux. Donc
moi, l'indépendance, je ne vois pas d'autre issue que d'être dépendant de l'intérêt que l'on suscite dans le cerveau du lecteur. Et donc vous restez vague quand même sur le modèle économique ou vous... Nous, quand on est parti de Sciences et Vie, la seule chose où on savait, c'est qu'on ne voulait pas aller dans un grand groupe. On ne voulait pas aller... Pourquoi parce qu'on en avait soupé quand même de grands groupes et on ne voyait pas l'intérêt. Vu qu'on n'imaginait pas faire un journal qui n'était pas rentable, on n'a pas besoin d'être appuyé sur un mécène qui, pour la promotion d'une pensée scientifique, serait prêt à perdre de l'argent. Nous, on voulait surtout pas perdre de l'argent, parce qu'on se dirait, c'est-à-dire qu'on serait pas... Enfin, on se dit, si on a le risque de perdre de l'argent, c'est qu'on n'est pas... Enfin, on veut trouver le modèle par l'intérêt seulement. Et si Epsilon meurt dans quelque temps, c'est parce qu'il ne sera pas intéressant. Si Epsilon réussit, c'est qu'il sera intéressant. Et donc, je suis dans l'optimisme béat naïf une conviction mais très profonde dans l'intelligence de la population française. Je pense qu'on est beaucoup... Enfin, on essaye d'être moins intelligent que le lecteur. Ça, on essaye de ne jamais lui dire ce qu'il faut penser sur rien, et on a la conviction qu'on est moins intelligent. On vit dans le lecteur, c'est bien, connaît bien la complexité du monde et ne supporte pas à raison qu'on lui dise des idées simples sur sa vie compliquée. Donc, sur la base de la conviction qu'on est moins intelligent que le lecteur, on a la prétention d'être plus bête que le lecteur. Et on va se créer un modèle où on n'a pas besoin de mécène, on a juste besoin d'un industriel. Donc on a été voir nous un industriel UHM qui éditait Fleurus et qui venait de racheter Disney, qui était plutôt un industriel de l'éducatif. Une petite entreprise par rapport à celle où on quittait. On a refusé des propositions alléchantes de groupes beaucoup plus puissants, dont certains ont été cités dernièrement, mais on voulait pas trouver d'autres issues que, même si ça choque, de donner de la drogue à addiction immédiate. Alors, merci beaucoup. On va bientôt terminer cette partie-là. Avant de donner la parole au public, j'aimerais terminer avec vous, Pascal Clark. Est-ce que vous faites plutôt le pari du service public? On l'a évoqué plus tôt. Vous êtes parti d'Europe 1. C'était un groupe privé. Vous n'avez pas réussi, les journalistes qui étaient à Europe 1 n'ont pas pu garantir leur indépendance. Ils ont malheureusement échoué. Côté lutte de l'intérieur, est-ce que pour vous, la lutte de l'intérieur ne fonctionne pas? Est-ce que le service public est une troisième voie? Oui, il reste un petit peu plus que ça, pour dire la vérité. Soit effectivement les médias indépendants, soit le service public. C'est tout ce qui reste. Il n'y a pas 10 000 possibilités. Merci beaucoup. On va passer aux questions du public, si vous en avez. Je vois. Est-ce qu'on peut donner le micro au monsieur là-bas, s'il vous plaît? Alors, je ne sais pas si Julia Cagé regarde son Adrien, tweet. Je suis aussi un membre. J'ai retweeté plusieurs fois en l'alertant. D'un bout des médias désormais. Pour moi, la question, c'était plutôt je pense que les questions de la salle vont les gens que hausser le niveau. Elle est nécessairement pas gratuite. Du coup, dans un monde avec les usines à troll à Saint-Pétersbourg ou Combini, Brut, etc., qu'est-ce qu'il y a d'attirant dans ce projet d'indépendance des médias pour des gens qui ressentent un attrait pour les questions politiques ou scientifiques, mais non, Molsfock, on ne fait pas partie du public, malheureusement. Hervé Poirier, vous souhaitez répondre? Nous, Epsilon, on a décidé de ne pas faire de fake news, de débunkage des fake news, parce qu'on a la certitude que les informations vraies sont beaucoup plus intéressantes, que le réel a beaucoup plus d'imagination que la fiction, que des histoires inventées, en fait, sont beaucoup moins profondes, beaucoup moins radicales, beaucoup moins amusantes, beaucoup moins originales. Vous démarrez pas très bien, on pense que le réel est la source primaire de tout l'imaginaire. Je crois que c'est un peu ce qui se passe. Aller voir le réel, donc faire du journalisme, c'est la garantie d'avoir des histoires beaucoup plus intéressantes. Donc les usines à trolls ne pourront pas imaginer des choses aussi incroyables que, alors dans la science, que révèlent les télescopes ou les microscopes, mais dans tous les domaines du réel et donc dans tous les journalismes, il n'y a pas de choses plus intéressantes que les choses vraies. Ça, il n'y a aucun auteur de science-fiction qui a pu imaginer ce qui nous arrive collectivement depuis 1 an et demi, et aucun auteur de science-fiction va imaginer ce qui va nous arriver le réel est plus puissant, donc les fake news sont moins
Moi, ma conviction, c'est que c'est beaucoup plus intéressant de parler des choses réelles que des choses fausses. Mais donc, le réel est contesté, c'est la définition d'une fake news, c'est quand le réel est contesté. Le réel est aussi le mur qui ne se conteste pas. C'est le mur qui se dresse. Donc Salomé Saké, la contestation du le Blast qui présente le débat, Daniel Schneiderman d'Arrêt sur Image, Pascal Clark qui a quitté Europe 1 et Hervé Poirier de la revue Epsilon qui a quitté Science et Vie. Du réel. La France qui avait le record de l'hésitation vaccinale dans le monde, la Pologne depuis 2 ans était passée devant, mais c'était le record d'hésitation vaccinale. Aujourd'hui est quand même dans un état mental, dans un état de vaccination assez record en France. Mais sont-ils convaincus ? Les gens sont-ils convaincus parce qu'il y a eu vraiment des mesures restrictives de pression pour que les gens se vaccinent ? Est-ce que les Français sont convaincus que le vaccin n'est absolument pas problématique aujourd'hui ? Merci à tous ceux qui sont en train d'arriver. Je précise qu'aujourd'hui, nous en profitons pour faire un test. Grâce à vos dons, nous avons pu acquérir cette magnifique webcam. Il devrait normalement, en basse lumière, donner de meilleurs résultats. Le débat sur le vaccin est très complexe. Donc, merci aux donateurs il est à la base de ces derniers jours, et je pense que s'ils écoutent ce débat, ils comprennent et ce réel-là. Les bienfaits de moi, j'ai vu le Covid comme l'irruption d'un réel qu'est ce mur sur lequel on peut pas lutter et que les journalistes regardent en face. Donc, moi, je suis moins intéressé par l'analyse des fake news et j'ai en fait plus de confiance que Pascal, a priori, dans la propension des gens à faire la part des choses entre ce réel et ces histoires imaginaires qu'on aime bien aussi raconter. Mais je pense que les gens sont moins dupes que ce qu'on ne croit aux fake news. Vous allez me prendre pour un optimisme béat, mais je pense que les gens sont beaucoup plus conscients que ce que les journalistes laisse penser. Tu m'entends pas, vous m'entendez plus ? Quand vous dites réel, moi je suis pas d'accord avec vous, c'est-à-dire que je pense que tout réel est contestable, sauf que la Terre n'est pas plate et qu'effectivement la Terre tourne autour du Soleil, mais à part ça, tout réel peut être contesté. Mais quand vous dites réel, j'entends récit, et depuis que je vous entends parler depuis le début, l'impression que j'ai, c'est que vous tentez d'opposer dans Epsilon au récit Daniel Schneiderman prend le dessus et au récit conspirationniste des fake news. Finalement, des récits, vous parlez de passion, vous parlez d'accrocher, vous parlez de drogue dure, etc. En fait, ce que vous faites, c'est essayer de les désintoxiquer des fake news pour les intoxiquer à vos récits à vous, en fait. Et aux récits que vous faites, qui sont des récits de journalistes, faits avec des méthodes de journalistes et effectivement validés par les instances scientifiques. Un journaliste qui véhicule d'abord de l'émotion se trompe sur son métier. S'il pense qu'il est en train de parler de faits, c'est qu'il n'a pas compris qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de son auditeur, de son lecteur ou de son téléspectateur. On est fondamentalement, et on a une responsabilité énorme, c'est que les émotions soient justes, soient objectives, mais c'est évident. Enfin, oui, vous décrivez bien, même si c'était peut-être une caricature. Il y a un peu d'information éventuellement quand même. Mais l'information, c'est de l'émotion. On va peut-être reprendre une nouvelle question du public, car il nous reste 5 minutes. Est-ce qu'il y a le monsieur ici ? Ah, oui. Pardon, madame. Alors, oui, bonsoir. Et après vous. J'ai une question venant du chat sur la confiance des médias. La confiance dans les médias. Donc la question, c'est pour assurer les citoyens et les lecteurs, ne faudrait-il pas expliquer comment s'abrique l'information dans les rédactions, comment on discute entre membres, comment la hiérarchie intervient, avec quels principes, l'efficacité pour la vente, la vérification de l'information, les ordres de la direction, et qu'en est-il des positions politiques au sein des rédactions ? Est-ce qu'on peut prendre une deuxième question, comme ça on répond peut-être à celle de madame ? Oui, bonsoir. Ouda, adhérente aussi, lambda. Juste la question de l'indépendance, est-ce qu'elle repose pas plutôt sur plusieurs facteurs plutôt qu'un seul, donc qui est l'économique, donc notamment l'ESS, les modèles économiques de l'économie sociale et solidaire proposent des choses intéressantes. Et parmi les valeurs, la coopération entre différents médias indépendants ne pourrait-elle pas être une des choses à développer, sachant que les gros actionnaires de gros groupes savent s'allier, mais un peu moins les médias indépendants. Merci beaucoup. Pascal Clark, est-ce que vous souhaitez répondre à la première question ? Oui, je réponds à la première question. C'est une piste très intéressante, je trouve. On n'a pas encore parlé de l'éducation aux médias qui devrait intervenir très très tôt dans la scolarité, c'est-à-dire c'est fondamental pour retrouver un semblant de croyance et effectivement expliquer
comment se fabrique l'information. Parfois, il y a des données techniques qui sont très importantes, notamment à la télévision. On devrait expliquer davantage ce qu'on est en train de faire. Et je pense qu'effectivement, c'est une très, très bonne piste. Et Daniel Schneiderman, est-ce que vous souhaitez répondre à la question de la coopération entre les médias indépendants ? Bien sûr, les deux d'ailleurs. C'est vrai que les gens ont besoin de making-of. Les gens ont besoin qu'on leur raconte comment ça se passe à l'intérieur. Les gens ont besoin qu'on soit transparent. Et en plus, les papiers qu'on fait pour expliquer comment on travaille et comment... Ça marche très bien. Mais c'est les meilleurs, c'est les papiers les plus lus. Récemment, arrêt sur image, dans un papier, on s'est planté sur une citation. Enfin, on a fait une erreur. Bon, on a fait un long papier qui était 2 fois plus long que le papier initial pour expliquer pourquoi on s'était planté. Et non seulement ce papier a été le plus lu du mois, mais le forum a été dithyrambique. Je veux dire, à croire le forum, il faudrait qu'on se plante tous les jours pour faire des papiers pour expliquer nos plantages. Comme il est malin. Et alors là, le taux de confiance serait vraiment maximal. Donc oui, il faut aller dans cette direction-là, il faut foncer dans cette direction-là, et c'est une vraie direction. Quand je disais tout à l'heure que les médias mainstream me semblaient insauvables, on peut quand même tenter des trucs, et parmi les trucs qu'on peut tenter, il y a ça. Après, sur le principe, bien entendu qu'il faudrait que les médias indépendants s'unissent pour... Vous l'avez fait déjà. Alors, on l'a fait... Dans la distribution ou non, on l'a fait arrêt sur image, c'est-à-dire qu'on a fondé un portail commun avec 8 autres médias indépendants. Uriel va nous donner le lien dans quelques instants. Les jours, etc. Et encore d'autres, pardon de ne pas tous les citer. C'est une vraie voie d'avenir. C'est une vraie voie d'avenir. L'idée, c'est de la création, on parlait tout à l'heure des inconvénients du payant, mais l'idée, c'est la création d'un écosystème d'information fiable et de qualité. Et évidemment, plus on s'unit, moins on coûte cher. Voilà, ça n'a pas été totalement concluant pour l'instant, du fait que, bon, on a un peu manqué de moyens, c'est un peu un cercle vicieux, mais on a un peu manqué de moyens pour en faire la promotion et le marketing. Mais je pense que oui, c'est une vraie voie, oui. Alors, on vient de me dire qu'on a le droit d'avoir un tout petit peu plus de temps supplémentaire. Monsieur, il me semble que vous aviez une question, vous le leviez à la main depuis un moment. Oui, bonsoir. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une question dans les solutions là, que vous avez proposées, un domaine qui me semble que vous n'avez pas abordé, c'est que c'est quand même une question éminemment politique. La question de l'indépendance des médias et de la confiance des citoyens qui sont liés. Ce qui semble apparaître, c'est que le manque de confiance vient on reconnaît tout au fond Raphaël Baquier partie de milliardaires qui possèdent des médias, et que peut-être c'est ça le problème, qui influe sur l'aspect économique. Donc il y avait une proposition qui me semble avait été faite par Julia Cagé de donner une sorte de chèque média aux citoyens pour qu'ils puissent financer 1, 2, 3 médias pour donner une réelle indépendance à ces médias-là. Donc de les impliquer immédiatement dans le modèle économique, et de supprimer effectivement le fait que des médias puissent appartenir à des personnes lambda, qui soient milliardaires ou pas, quoi. Merci beaucoup. Effectivement, c'est une vraie question. Est-ce qu'on peut légiférer à ce sujet? Est-ce qu'on peut rétablir l'indépendance des médias par le haut? J'aurais évidemment dû citer cette proposition de Julia Cagé dans les pistes de solutions. C'est une excellente piste de solution. Intellectuellement, c'est une excellente piste de solution. Alors, la proposition de Julia Cagé est un peu plus complète. C'est-à-dire, parce qu'elle a réfléchi aux ressources aussi. Elle ne s'est pas seulement demandé en fait, à qui il faut distribuer du fric. Pour te répondre, Malfoc, là, on est dans l'Assemblée générale de l'association Un bout du monde, fondée par Julia Cagé. Le système des aides publiques. Mais non, mais il faut bien trouver de l'argent quelque part, si vous voulez. Quand on propose une dépense, il faut proposer la recette correspondante. Donc, c'est de refondre totalement le système des aides publiques à la presse, qui, par une aberration incroyable, profite aujourd'hui à Télé 7 jours, à Paris Match, et donc aux médias des grands groupes qui n'en ont absolument aucun besoin. Et à François. Et à François, et au blog conspirationniste voilà, François.
Et pour effectivement, on peut tout à fait imaginer un système comme celui qui est extrêmement séduisant intellectuellement. Et en plus, j'imagine pas tellement compliqué à mettre en place, si jamais on veut bien s'y pencher. Un chèque, effectivement, de 3-4 euros qui serait distribué à tous les citoyens et avec lesquels ils pourraient financer les médias de leur choix. Et pour ça, il faudrait un gouvernement qui soit sensible à la question de l'indépendance des médias. Non, mais... Ce serait une condition, pas totalement inutile. Hervé Poirier, vous aviez quelque chose à dire à ce sujet? Non, moi aussi, j'ai beaucoup apprécié dans le livre de Julia Cagé la variété des propositions. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi, en fort. J'ai quand même une réticence à ce que finalement, ça soit pas l'intérêt de ce qui est écrit, ce qui est raconté, qui est être payé a priori, me semble pas la meilleure façon de produire la meilleure qualité, la meilleure information. Tu peux attribuer tes 4 euros l'année suivante, si tu veux. Si t'es pas content, si t'as pas été assez captivé par Epsilon, si Epsilon n'a pas été assez bon, tu réattribues tes 4 euros l'année suivante à Arrêt sur Image. Et puis qui décidera de l'intérêt? Ah bah moi je préfère que ce soit l'acheteur mais je parle en plus là d'un petit magazine qui vient de se monter. Je parle pas des grands médias qui sont centrales dans une vie démocratique et qui doivent être le socle. On considère que, je demande surtout pas aux gens de ne lire que Epsilon, ça n'a aucun sens. On considère qu'ils ont on est un magazine de complément. Donc peut-être la question n'est pas là exactement la même. On espère peut-être être d'utilité publique, mais c'est vrai que moi je reste dans mon fantasme que c'est je veux pas de soutien, je veux pas de mécène, je veux pas d'industriel je veux juste rendre riche l'actionnaire principal du magazine. Avec une rentabilité suffisante. Qui est donc c'est UHM, donc c'est Emmanuel Mounier qui est fondateur qui détient Fleurus. C'est ça ton objectif, sérieusement? Ouais, parce que si les riches, on est indépendants. Il est décevant, ce monsieur, quand même. Plusieurs questions dans le public, donc je voudrais que... Ouais, le public, le chat. Madame... Oui, bonjour, Florence Chiavassa, adhérente. Je m'interroge aussi, on n'a pas parlé du service public, alors justement vous en parliez là des aides attribuées par l'État. Au moment où je réfléchissais à cette question, j'ai réalisé d'ailleurs que service public, c'est pas la presse. Il n'y a pas de presse publique finalement. J'ai réalisé ça. Alors peut-être que c'est indirect puisque vous dites qu'il y a des aides qui sont attribuées et que d'ailleurs, vous aviez l'air de dire que c'était peut-être pas bien réparti. Par rapport au service public qui donc est à la radio et à la télé et sur Internet maintenant. Moi, je m'interroge, je parlais de médias mainstream, je m'interroge quand même parce que j'écoute pas mal et justement, j'entends souvent, il y a certaines émissions, je vais la citer, c'est dans l'air, que j'ai vu évoluer et qui devient vraiment du mainstream et ça me dérange avec parfois une impression, je le dis, c'est à mon nom, que c'est même un peu... une seule idée, un petit peu, je ne devrais pas le dire, mais un peu pro-gouvernement parfois. Bon, voilà, ça me dérange. En tout cas, on n'entend pas sur le plan de l'économie, donc il y a plusieurs personnes ici qui sont spécialistes. Une économie, on n'entend que l'économie orthodoxe et pas du tout des schémas hétérodoxes. Contrairement à certaines autres émissions du service public, je pense en particulier au journal sur France Info Télé le soir à 23h, où je trouve que justement il faut intervenir. Il y a une contrepartie, voilà. Mais par contre, il y a d'autres émissions du service public qui franchement me dérangent et voilà, je tenais à le dire. Merci beaucoup pour cette question. Je veux juste en prendre une deuxième, comme ça après on peut y répondre ensemble. Alors Roseline, future adhérente, et ce ne sont pas des 20 mots. Voilà, je voulais, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur la dépendance des médias indépendants et des abonnés, je pense qu'un média indépendant, si nous, abonnés ou futurs abonnés, on désire avoir des médias indépendants, on doit les mériter. Vous ne pensez pas, ces médias indépendants, faut pas avoir peur de leur dire. C'est-à-dire que si un abonné n'est pas capable de supporter, je sais pas, un article qui va le déranger, c'est qu'il n'est pas fait pour l'indépendance à ce moment-là de l'information. Donc, en fait, quand il y a une réciprocité, il faut que l'abonné soit indépendant, puisqu'il faut qu'il soit, comme disait Jean-Claude Van Damme, peut-être un peu schématiquement aware, c'est-à-dire comme ça.
comme ça, voilà. Et pour rebondir, je voudrais rebondir sur ce que disait. Ne jamais sous-estimer Jean-Claude Van Damme. Je trouve que le service public peut faire beaucoup aussi, même si je crois aux médias indépendants, tout ça, etc. Je citerai juste un exemple, l'affaire Daphné Project, où 15 à 18 médias internationaux, dont la cellule d'investigation de Radio France, ont continué les investigations de Daphné Caruana, qui est morte explosée dans sa voiture à Malte, alors qu'elle dénonçait l'argent sale, la corruption en matière écologique, et que ça a quand même fini après sa mort. Le Premier ministre Malte a quand même fini par être obligé de démissionner. Je voulais juste dire par là que les journalistes, quand on leur donne les moyens... Absolument, Passion Cata, je suis d'accord. Moi, je suis très étonné qu'il y ait autant de monde. Là, je crois qu'on est 200 en ce moment pour un live improvisé. Pour rebondir, donc, soit vous aimez la sieste, soit la question de l'indépendance médiatique devient un vrai problème. La réalité qui a dépassé la fiction, avec l'affaire Trump sur Facebook, où Zuckerberg a quand même été, il a quand même dû défendre entre guillemets, sa petite planète Facebook, parce qu'on s'est aperçu quand même que les élections ne s'étaient pas déroulées tout à fait normalement. Voilà. Tout ça pour dire que parfois, la réalité, elle peut battre les mauvaises fictions. Merci beaucoup. Alors, cette question du service public, elle revient beaucoup. Pascal Clark, est-ce que vous souhaitez réagir? Est-ce qu'aujourd'hui, le service public remplit sa mission, notamment de pluralité, selon vous? Alors là, je ne suis pas là non plus pour défendre l'intégralité du service public. Vous savez, c'est beaucoup de chaînes de télé, c'est beaucoup de chaînes de radio. Donc, non, je faisais juste remarquer à madame que, voilà, dans le service public, le public, pour le coup, a le choix de ne pas regarder, et que l'important, c'est qu'il y ait une autre offre. C'est ça qui me paraît important. Après, si vous n'êtes pas d'accord avec la ligne éditoriale, j'ignore totalement comment se construit la ligne éditoriale de... c'est dans l'air, c'est ça. Après, moi, je pense, je vais pas lancer un énorme débat à cette heure-là, mais il me semble pas qu'on soit à une époque où admettons, la ligne éditoriale de C'est dans l'air se fait parce qu'il y a eu un coup de fil de, je sais pas qui, à l'Élysée. Je crois pas que ça se passe encore comme ça. Enfin, moi, je vais peut-être rejoindre votre naïveté sur un autre terrain, mais voilà, ça se passe plus comme ça non plus. Donc, moi, ce qui me paraît important pour évoquer le service public, c'est qu'il y ait une offre, que vous y trouviez ce que vous cherchez. Et voilà, vous n'allez pas être d'accord avec toutes les lignes éditoriales de toutes les émissions. Il y a beaucoup de débats. Voyez. L'important, c'est le choix. Daniel Schneiderman, vous êtes observateur des médias. Comment est-ce que vous voyez le service public que vous analysez finalement dans votre production jour le jour? Je suis d'accord avec Pascal. Il faudrait analyser station par station, chaîne par chaîne, émission par émission, tranche horaire par tranche horaire. Ce qui est certain, c'est que si je n'avais pas le plaisir de travailler dans un média indépendant, et si je devais choisir entre des médias non indépendants, bien sûr, je préférerais être dans le public que dans le privé. Je veux dire, je me sentirais personnellement plus libre dans le public que dans le privé. Après, oui, je comprends ce que disait madame sur C'est dans l'air. On peut pas. Alors, il n'y a pas de coup de fil, Pascal, et tu sais très bien qu'il n'y a pas de coup de fil et qu'il n'y a jamais eu de coup de fil, et que le coup de fil est un mythe. C'est pas comme à une époque éloignée, ça existait. Donc tu nous ramènes à De Gaulle et à Perfit et au bouton sur le bureau de Perfit. Là c'est très. Ça s'est passé comme ça effectivement, mais il y a d'autres façons bien plus insidieuses. Voilà. On n'est plus. C'est ce que je dis. On n'est pas dans le coup de fil. Non. Il va falloir conclure sur. On est dans la nomination à la tête de ces médias, à la tête de France Inter, à la tête de France Télévisions, de personnalités qui elles-mêmes vont nommer des directeurs. Ou simplement l'autocensure qui fait beaucoup de dégâts. Bien sûr. Mais on sait très bien qu'une nomination est une manière d'orienter d'une manière générale le contenu d'un média. Écoutez, merci beaucoup à tous les trois d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ce débat qui prend fin. Je rappelle que vous pouvez retrouver ce débat en replay sur unboutdumonde.org, mais aussi sur YouTube et sur Facebook. Voilà, bonne soirée à tous. Écoutez...
Extrêmement important. Et moi, j'ai la chance, parce que du coup, je sais que je vais faire 5 heureux, quoique 13 personnes vont m'attendre à la sortie, d'annoncer le résultat des votes. Alors déjà, contrairement à la vie politique française, l'abstention ne l'a pas emporté, parce qu'il n'y a eu que 37 abstentionnistes sur un peu plus de 450 votants. Et donc, ont été élus Sophie Bianconi avec 315 voix, Romary Daval avec 187, Saskia Lapré avec 211, Jérémy Siepelewski avec 174 et Florence Chiabassa avec 179 voix. Voilà, donc là, c'est la proclamation des résultats de l'association À Bout du Monde. Est-ce que vous m'entendez, là, les amis? Est-ce que vous m'entendez? Alors, on va essayer de régler avec Robin les histoires de son. Normalement, il y a ce qu'on appelle le sidechain, c'est-à-dire quand Firefox met du son, si je parle, normalement, ça devrait baisser. Pareil quand il y a des invités. On va régler ça. Alors, j'ai quelque chose à vous dire, c'est que c'est le week-end de tous les lives improvisés, puisque demain, on va en faire un autre. Alors, je vais chercher la petite annonce. On va en faire un autre. Cette fois-ci, on se déplacera. Ça va se passer aussi à Paris. On va se déplacer. Bougez pas. Alors. Ok. Ça, c'est pour vous annoncer en fait les émissions à venir. Mais si vous voulez qu'on discute un petit peu, Raman Saladier, le ton était pas mal, ce qui émergeait moins. Mais ça dépend probablement de la qualité politique, de l'identité. Non, là, tu parlais d'autre chose là. Ok. Si vous voulez qu'on discute un petit peu du débat, évidemment, on peut le faire avec grand plaisir. Et sinon, je voulais donc vous annoncer l'émission improvisée de demain. Comme on l'a vu aussi pendant ce débat, c'est pas si... Hop. C'est ça, tac. Demain à 17h, nous serons en direct du 19e arrondissement, à Paris, du côté de Stalingrad. Au QG de campagne, on va dire, des Verts pour la proclamation des résultats. Donc nous verrons si Sandrine Rousseau, que nous avons reçue dans la semaine, sera au deuxième tour. Je vous rappelle qu'elle est considérée comme favorite. Quand on l'a reçue, c'était quand? C'était jeudi, je crois, ou mercredi, je ne sais plus. Donc, ça c'est demain à 17h avec le petit téléphone, le micro qu'on a pu acheter grâce à vos dons, parce que c'est intéressant, hein, l'indépendance, c'est ça, c'est du carburant. Donc demain, voilà, on sera, a priori, ça va durer 1 heure, 1 heure et demie, à 17h, puisque normalement les gens vont prendre la parole normalement assez vite. Donc les Verts m'ont dit que ça s'était plié à 19h. Voilà, les résultats, c'est à 17h30. Fermeture du vote à 16h59. Ouverture des urnes électroniques dans le plus grand des secrets à 17h. Et a priori, vers 17h15, quelqu'un va venir proclamer les résultats. Et ensuite, les candidats vont venir discuter, donner leur point de vue. Et nous, on sera en direct. Et on va essayer de préparer une petite scène pour que ce soit le plus joli possible. C'était mercredi matin. Merci Glodioman. Akarien Nob, c'est pas mal. Daniel Schaderman est très au-dessus du débat. Oui. Alors, il faut dire que c'est aussi l'objet de son travail depuis 20 ans, 30 ans, de réfléchir à la presse, aux médias, etc. Objectivement, j'ai pas trouvé que c'était un débat... voilà, j'ai trouvé que ça restait un peu en surface, avec évidemment sur les 3 débatteurs, un débatteur qui semblait un peu à côté. Oui, c'est du côté de Stalingrad, absolument. 19e. Ou 20e. Non, 19e, Stalingrad. Voilà, vous me direz si ça vous intéresse, ce genre de live qu'on va faire demain. Donc ça, c'est demain en direct, à l'heure de la sieste, hein, vous êtes nombreux. Et puis alors, lundi, Benoît Colomba, le choix du chômage à 21h, homme de bulles dessinées et de cellules d'investigation. Il travaille pour la cellule de Radio France, Benoît Colomba, et je suis en train de terminer la BD.
dans mon lit, pour tout vous dire. Elle est superbe sur l'histoire du chômage de masse, du rapport entre la finance et le chômage. C'est absolument passionnant. C'est une enquête en bande dessinée, et Benoît Colomba sera avec nous. Je vous rappelle qu'il y a le Discord pour poser les questions. Merci Eurial. Si vous voulez, et ça nous aide beaucoup, si vous avez lu la BD par exemple, que vous avez des questions précises, rentrez un peu dans le vif du sujet avec lui, dès 21h lundi, ça serait assez génial. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? J'ai des petites choses. Et comment la caméra là? Comment la caméra? Ça a l'air d'être pas mal. Donc on s'est vachement... c'est très dense comme lecture The Witch. Oui, absolument. Très très dense. On va parler de ça d'ailleurs, de la densité du rapport image-texte. 10-10 la caméra. Merci François. Merci. Voilà, la petite boîte elle est là. Voilà. Je vous montre ça, c'est grâce à vos dons. Voilà. Je peux aussi vous montrer... Ah bah tiens, je vais vous montrer un truc. Bougez pas, je vais vous montrer un truc. Bougez pas. Alors, hop. Je reviens. Donc, alors, qu'est-ce qu'on fait demain, les Verts, comment ça va se passer? Ça va se passer avec ce petit téléphone. Ah, petit téléphone. Ok. Bon, voilà. Et ça c'est vos dons. Voilà, c'est petit. Alors, je vous le montre ce soir parce que demain je ne pourrai pas vous le montrer. Donc, ce micro de très haute facture, un Shure, ça s'appelle Shure. On l'a pas chouré, on l'a acheté. Il se clip ici. Hop. Et voilà. Et donc demain. Bonjour, monsieur Jadot, vous êtes de droite? Ça va la droite? Voilà, Eric Piolle, on verra. Bon, on verra. Et donc ça, c'est grâce à vos dons. Et donc normalement, ça devrait faire en sorte que vous entendrez mieux, en tout cas bien mieux que la fois dernière où nous étions allés. C'était oui, très haute facture, absolument. Oui. Il est cher, mais on a pris la qualité. Vous entendiez mieux que la fois d'avant où on était allé aux européennes. Ok. Et ça c'est pas tout montrer, mais le téléphone il va là, comme ça je le tiens comme ça. Comme ça vous savez tout. Non, j'aurais pas de casque. Oui, bien sûr, Modfox, évidemment. En tout cas, c'est un micro dont on peut diriger la captation, etc. Oui, Kitty Lola, oui. J'ai fait ça, oui, absolument. Voilà, donc c'est pour vous dire que votre argent précieux est formidablement bien dépensé. Voilà. Donc, chers amis, je pense qu'il est temps de se quitter, de se dire à demain. C'est dans l'histoire d'Opost l'un des streams les plus courts. Le plus important, c'est pas le matos, si quand même, si, notamment le son. Donc j'espère qu'il n'y aura pas d'interférence. La fois d'avant, il y avait beaucoup d'interférences. Et donc c'est important. Et donc là, par exemple, vous voyez, maintenant, il y a plusieurs écrans. Ce qui est quand même plus confortable pour interroger tel ou tel. N'hésitez pas à faire passer le mot de l'existence d'Opost, n'hésitez pas à suivre
la chaîne si vous la suivez pas, si vous voulez recevoir les notifications. Et pour ceux qui peuvent, eh bien abonnez-vous ou mieux donnez sur le live Facebook au bout du monde. On vous regarde en compagnie de David Dufresne au poste. Ça c'est marrant. J'avais pas vu ça. Ça c'est en régie comme on voit ça. Donc oui, on va faire un peu de test, mais enfin à chaque fois qu'on fait des tests, c'est le bon. Voilà, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va profiter de ce temps-là qui nous reste avec Robin, s'il est toujours là, pour faire les petits réglages justement de sa chaîne, de ceci, de cela. J'aimerais aussi pouvoir installer le téléphone comme une deuxième caméra pour des invités comme Benoît Colomba, quand on a des invités, on va dire, avec des œuvres visuelles, des bandes dessinées par exemple, etc. Donc voilà, on a du boulot. Absolument, Molfak, le son c'est absolument crucial. Bonjour Kiwi Fraise. Sinon, si vous voulez, on fait les tests en direct. Hein. On fait les tests en direct. Je ne sais pas ce qu'en pense Robin. C'est sûr qu'il va me dire non. Et on va voir. Robin, est-ce que tu veux qu'on fasse les tests en direct? Non, c'est pas sérieux. Sérieux. Donc demain, ça, la petite étui du micro, et c'est parti. Évidemment. Ce qui compte, c'est le regard. Évidemment. Mais bon, voilà, l'idée, c'est d'essayer de dire ce qui a été dit. Merci Geekou2 pour ton abonnement de niveau 1. Ah tiens, normalement, je vous ai ajouté une petite extension là, sous le live, où vous devez pouvoir avoir des informations sur vous-même. Je sais plus comment ça s'appelle ce machin. Je sais pas si vous l'avez d'ailleurs. Vous l'avez. Vous l'avez. Voilà, le viewer card. Ok. C'est vrai que vous l'avez. Voilà, donc le viewer card, ça vous permet en fait de savoir quel est votre grade au poste. Moi, il me dit que ça fait 243 heures que je suis au poste. Attendez, on a fait 243 heures. On n'est pas chez les cons ici. En tout et pour tout. 10 jours et 10 nuits de live depuis le mois de février. « 24 heures ce mois-ci. Petit mois, quoi. Voilà. Et ça vous permet de connaître votre grade. Ça vous permet de connaître votre grade. Grade qui sert pour les tirages au sort. On fait de manière aléatoire pour gagner des DVD. Alors à propos de DVD, j'ai eu les copains des Mutins de Pangée, ceux-là même qui nous filent des DVD qu'on vous fait gagner. Ils me disent qu'on en aura d'autres bientôt. Mais surtout, on va avoir le 28 septembre, on aura avec Olivier Hazan une soirée spéciale Afghanistan avec des extraits de documentaires qui sont en ligne ou en DVD en vente sur les Mutins. Notamment des films de Florent Marcy, pour essayer de comprendre ce qui se passe en Afghanistan. Retour vers le futur, c'est le titre de l'émission. Les Mutins, c'est trop bien. . 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
Alors, en effet, les barbouzes, pour répondre à Ramon Sanadier, les barbouzes, ce sont les donateurs. Donc, évidemment, hein, là, c'est de la corruption pure et simple. Ils accèdent au plus haut grade en étant donateurs de poste. Bien normal, il faut avoir un maximum d'avantages quand on est donateur. On va essayer aussi de monter une émission de dialogue direct entre vous et moi à la fin du mois ou début octobre. On ne sait pas encore trop comment faire. Est-ce qu'on va faire ça par le vocal de Discord? Est-ce qu'on va faire ça autrement? Là, je m'en remets aux deux techniciens, Robin et Olivier. Olivier qui est sous un pseudonyme caché dans le chat. Il n'est pas modo du chat. Comme ça, il peut dire n'importe quoi dans le chat, il n'y a pas de souci. Mais il est modo au Discord. Et Olivier est en train de nous préparer une application qui va sans doute révolutionner l'histoire punk d'Opost, puisque cette application va nous permettre c'est vraiment un usage interne, de remonter vos questions pendant les lives, de sorte que j'en rate le moins possible pour pouvoir les poser à nos invités. Voilà, et donc c'est toute une moulinette que Olivier est en train de préparer. Alors il nous envoie des petites maquettes, etc. Et je vous montrerai évidemment comment ça marche, quoi. Donc, chers amis, je pense qu'on peut se dire au revoir, on peut se dire à demain. Je vous rappelle que nous étions en direct de l'association de l'AG Un bout du monde. Voilà, l'assemblée générale de l'association Un bout du monde, plus exactement du débat qui avait lieu tout à l'heure. Et là, au moment où ils se parlent, ils sont en train de boire et ensuite ils vont écouter des œuvres de Leonard Bernstein, Glass, Monk et Adams par Vanessa Wagner et William Lachumia, mais évidemment on ne peut pas y être. Mais je crois qu'ils font le live sur leur compte Facebook. Voilà. Je vous remercie à tous d'avoir suivi de manière impromptue ce stream de la sieste, ce stream sur l'indépendance des médias. Et de la même manière, enfin j'ai trouvé que Schneiderman, en expliquant que plutôt que d'essayer de renforcer les médias mainstream, enfin de renforcer des contre-pouvoirs à l'intérieur des médias mainstream, il était plus intéressant d'essayer d'aider les médias indépendants à émerger. Alors on a une commande, mais elle marche pas. On a une commande, je ne sais pas si Uriel l'a sous la main, pour vous inciter à vous abonner à différents titres. Next Impact, Reporter, Bastamag, Mediapart, Arrêt sur Image, Reflet et tous les autres. N'hésitez pas. Je ne sais pas si Uriel est là ou pas. Dernière sommation. Voilà, bravo. Ah, c'est Média AA. Très bien. Mais on avait normalement dans la commande, on devait avoir un truc... ah oui, c'est J'aime l'info peut-être. En fait, sur J'aime l'info, vous pouvez vous abonner. Attendez, je vais... Ouais, est-ce que c'est celui-là? Voilà, c'est celui-là. Celui-là, il est bien foutu. J'aime l'info. À mon avis, c'est celui-là qu'on devrait donner maintenant. Et il est plus simple. Et Uriel, si tu es d'accord, on donne celui-là en premier dans les prochaines commandes. Et puis, si on voit que certains manquent à l'appel, par exemple, j'ai l'impression que Taranis News n'y est pas, on va les rajouter, quoi. Voilà. L'avantage de J'aime l'info, c'est que vous pouvez
avec un seul compte, vous abonner à plusieurs magazines. Je crois que ça coûte moins cher. Et n'oubliez pas, alors, certains titres, et là je pense que c'est le cas. Ouais, c'est ça. Pour les titres d'information politique et générale, chaque donateur bénéficie d'une réduction d'impôt de 66% du montant de ses dons, dans la limite de 20% du revenu imposable. Il reçoit un reçu fiscal émis par J'aime l'info. Et d'où l'intérêt de passer par eux. Donc ouais, voilà, je sais pas ce que t'en penses, Rial, mais peut-être qu'on pourrait faire dans la commande J'aime l'info en premier, et puis ajouter les titres qui ne sont pas là. Alors, ce que je viens de vous dire, évidemment, c'est pour les titres de presse généralistes. Le don fiscal, en fait, il vient de très loin. Il vient de 1944, il vient du CNR, il vient du fait que les résistants, quand ils ont gagné, ont estimé qu'il fallait aider la presse. C'est pour ça que pendant encore aujourd'hui, je crois que les journalistes, moi je ne le suis plus depuis longtemps, depuis plus de 10 ans, mais je crois que les journalistes ont encore une réduction d'impôts, qu'il y a ces aides de défiscalisation. En fait, l'idée au départ est très belle, c'est une idée de pluralité, c'est de dire l'information est une marchandise qui n'est pas rentable, on en sait quelque chose ici, et qui n'a pas à être rentable. Merci Uriel. Et donc il faut la soutenir d'une manière ou d'une autre. D'où cette idée de défiscalisation, etc., ou d'aide à la presse, idée qui est évidemment aujourd'hui complètement galvaudée, quoi. C'est un peu dommage que ces questions-là n'aient pas été abordées lors du débat. Voilà. Chers amis, bonjour Alex, pour nous rejoindre au poste. Si vous avez des questions, c'est le moment ou jamais. Là, on va bientôt partir, les amis. Je vous rappelle que nous avons un Discord animé de main de maître par Olivier. Dans ce Discord, vous retrouvez tous les liens qui sont cités émission par émission. Gros travail d'archiviste fourni par Eurial. Vous avez la possibilité de revoir les émissions, de discuter, de suggérer des invités, de suggérer des thèmes, des notes de lecture, des liens intéressants, etc. etc. Merci à Geekou2 et à Dropo qui ont fait sonner la fanfare aujourd'hui avec leurs abonnements. Vous avez vu, il n'y a plus les enveloppes, hein, les enveloppes des dons, tout est parti hier. Bienvenue aux nouveaux citoyens followers. Il n'y a eu aucun problème. Ça leur a pas fait de mal aussi à ces jeunes, hein, de savoir ce que c'est que le maintien de l'ordre, la police, se tenir tranquille. Voilà, ça leur fera un souvenir. Voilà, merci à tous. Et à demain, 17h, pour les Verts. On sera en direct. On ira boire un verre chez les Verts. Bonne soirée, Kiwi Fraise. Bravo pour ton badge. À très bientôt.